Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Un focus comme tous les mois sur les ETF, que ce soit en matière de flux ou de volume, que nous réalisons avec Olivier Malteste. Bonsoir Olivier Malteste. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Yomoni. Donc on va évidemment parler, comme tous les mois, de la thématique ETF. Je ne sais pas si on peut parler de thématique, mais en tout cas de la classe d'actifs ETF. Mais avant peut-être de l'aborder de manière mensuelle, on va l'aborder de manière annuelle, puisque vous avez sorti votre bilan annuel 2023. Quels sont les grands enseignements en matière de gestion passive sur l'année qui s'est écoulée, Olivier Malteste? Oui, alors c'est un peu de saison. On a sorti effectivement le bilan de l'année pour Yomoni, qui est un acteur qui se positionne vraiment sur les ETF d'une manière générale. Et ce qu'on a observé, nous, sur l'année 2023, c'est d'abord une croissance de nos encours d'environ 35% sur l'année, ce qui montre bien que les ETF de plus en plus bien sûr, intéressent de plus en plus. Ça se diffuse, clients, tout à fait, voilà. Et donc on a passé, on est à 1,2 milliard sous gestion. On a une hausse du coup de 35% de nos encours sur l'année. D'accord. Et puis une collecte nette de 165 millions sur l'année, donc une bonne année pour Yomoni avec des bonnes performances. On sait que l'année 2023 était très compliquée pour la gestion active. La gestion indicielle réalise de bonnes performances, puisqu'on va jusqu'à 19% de performance pour notre assurance vie complètement en action. Donc c'est évidemment grâce aux équipes de gestion de Yomoni que je salue, mais c'est également aussi par la force de ce qu'on défend depuis le début par rapport à la gestion indicielle et les ETF globalement. On voit vraiment ça, nous, comme une validation du modèle qu'on pousse depuis le début. Un tout petit mot sur 2024 avant de parler des flux et volumes qu'on peut voir sur les ETF. Oui, alors on va évidemment continuer. On va essayer d'avoir deux axes sur l'année 2024 qui sont d'accompagner de plus en plus des clients plus haut de gamme. On voit que de plus en plus aussi au niveau des hauts de gamme et des clients en banque privée qui s'intéressent de plus en plus aux ETF. D'accord. Okay. Comme on a un modèle hybride, très digital évidemment, mais aussi déconseillé, donc essayer vraiment de plus les accompagner et également de plus accompagner les pros, les indépendants notamment, en leur offrant aussi plus facilement des services liés aux ETF. Si on prend maintenant la cartographie mensuelle un petit peu de ce qui se passe sur les ETF, qu'est-ce qu'on constate en ce début du mois de février, Olivier Malteste, en termes de flux peut-être tout d'abord? Oui, tout d'abord les flux. Donc sur les flux globaux, on est à 19 milliards de souscriptions sur le mois de janvier, donc c'est un bon mois de janvier. Il y a toujours un effet historiquement sur l'effet janvier, ce qu'on peut appeler l'effet janvier, il y a toujours des volumes relativement importants. Ok, d'accord. Les gens reviennent sur les marchés, donc sur les ETF aussi. Toujours le mois de janvier, toujours un bon mois, donc on a un bon mois de janvier, meilleur qu'en 2023 et moins bon qu'en 2021 où c'était vraiment l'année record sur les ETF, mais un mois relativement sérieux. Et si on regarde un petit peu la répartition entre actions et obligations, notamment, on voit qu'on a 12,6 milliards de flux sur les actions, les ETF actions, ce qui là est un bon mois et qui rentre bien sur ce qu'on a vu depuis le retour d'un marché plutôt risk-on, une appétence pour les actions depuis le mois d'octobre, donc on a toujours été entre 11 et 15 milliards, donc là on reste sur cette tendance-là. Et un marché obligataire, lui, qui a collecté environ 6,7 milliards de collecte nette sur l'année, donc là, c'est sur le mois, pardon. Et donc là, on revient à quelque chose qui fait la moitié de ce qu'on voit sur les actions, donc un volume relativement important, moins important que ce qu'on observait en début d'année 2023, sur les 6 premiers mois, où l'année 2023 était marquée par les flux obligataires. Donc là, on revient sur quelque chose d'un peu plus normal sur le marché des ETF, mais un marché obligataire très soutenu, et les matières premières qui ça pour le coup, oui, c'est ça. Ça décollecte. 2023, l'année 2022, ça continue, donc avec 1 milliard de décollecte environ sur le mois, et encore une fois vraiment spécifiquement sur les métaux précieux et en particulier l'or, qui est vraiment la classe d'actifs et spécialement sur les matières premières qui décollectent globalement dans ce qu'on observe. Et alors dans ce qu'on voit autre, qu'est-ce qui reste comme classe d'actifs sur lesquels on peut émettre des ETF Alors autre, il y a tout ce qui va être plutôt lié avec les effets de levier. D'accord. On ne regarde pas du tout chez Yomoni, donc c'est vraiment les ETF un peu plus spécifiques qu'on aborde en général peu parce on les met parce que c'est toujours intéressant de regarder, mais c'est vraiment des ETF qui vont être soit jouer contre le marché, jouer contre le marché avec les ETF, donc jouer la baisse, soit des ETF à levier. Donc c'est vraiment pas les classes d'actifs vraiment traditionnelles que nous on privilégie évidemment chez Yomoni. Peut-être un tout petit mot sur quand on rentre un peu plus dans la classe d'actifs actions, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ETF sur les actions? C'est quoi? On parle des grands indices américains? Oui, alors en termes de collecte, c'est toujours intéressant de voir que la collecte des ETF souvent suit les performances des marchés et globalement.
Et ce qu'on voit, c'est que, comme l'année dernière, vraiment le premier thème, c'est les actions à grosse capitalisation qui sont observées. Donc mondialement, couvertes essentiellement contre le risque de change. On voit aussi beaucoup de flux sur les actions américaines, évidemment. Le Japon aussi, sur les grosses capitalisations qui continuent. Bien sûr. Bonne performance depuis le début de l'année. Donc tout ça est très cohérent. Et en termes sectoriels, évidemment, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est le secteur technologique qui continue bien sûr. de manière relativement importante. Si on regarde par contre sur les flux plutôt de rachat, de sortie de capitaux, on voit les actions européennes. D'accord. Voilà, donc il y a un écart vraiment de performance et de valorisation, mais en termes de flux, ça se voit aussi sur les ETF. Et notamment aussi, alors, le secteur au niveau des actions européennes qui a déconnecté particulièrement, c'est tout ce qui va être lié à la value, qui n'a pas le vent en coupe. Toutes les entreprises décotées en Europe ne fonctionnent pas. On a aussi tout ce qui va être Asie hors Japon, puisque le Japon collecte bien, et également la Chine. Les actions chinoises continuent en fait à ne pas avoir l'intérêt des investisseurs. Bien sûr. Voilà, globalement sur le panorama de ce qui s'est passé au mois de janvier sur les actions. Sur les actions, sur les obligations Sur les obligations, alors ce qu'on voit sur les obligations, c'est que on voit le retour aussi du risque on. Donc on est plutôt des flux sur les actions, sur les obligations émises par les entreprises. Les grosses aussi, les obligations souveraines américaines, mais plutôt sur des durations plutôt courtes. Donc on voit qu'il y a une méfiance aussi potentiellement sur un repricing du moment où les banques centrales vont agir et donc potentiellement une tension sur les taux. Donc c'est plutôt les durations courtes sur les obligations américaines qui sont collectées. En décollecte, les obligations européennes, qu'elles soient donc souveraines européennes, qu'elles soient courtes ou longues, et puis les obligations plutôt longues sur le souverain américain ont décollecté. Après, on a des choses un peu spécifiques sur les obligations émises en CHF, parce que c'est très utilisé en Suisse au niveau des obligations. Bien sûr, mais voilà, on peut résumer, c'est plutôt risk-on sur les obligations, plutôt sur le crédit, et avec des durations plutôt courtes sur les obligations américaines. Et on peut y voir un peu de crainte de repricing un peu en termes de baisse des taux, à quel moment les banques centrales vont baisser les taux. Et les chiffres aussi de l'emploi récents ont pu faire naître un petit peu de doute et de crainte sur un retour de l'inflation, par exemple. Et matières premières, vous nous l'avez dit tout à l'heure, donc effectivement, on se concentre sur les métaux précieux et or. Les métaux précieux en cas de sortie, ce qu'on a vu, même si l'or a plutôt des bonnes performances, on a vu des flux globalement sur l'or. On voit que c'est pas via les ETF que les investisseurs vont s'exposer sur l'or, et on a plutôt du coup des flux de sortie. Ça a été en 2023, c'était également le cas, 2022 aussi. Donc c'est vraiment les matières premières par ETF sont pas quelque chose de recherché. C'est la tendance. On va évoquer effectivement peut-être aussi une thématique, ou en tout cas une gestion de conviction en lien avec l'ESG. Juste avant, vous nous avez évoqué tout à l'heure les différents profils un petit peu d'investisseurs sur les ETF. On retrouve des différents profils selon qu'on investit sur les obligations, les actions en ETF, ou c'est ensuite où il n'y a pas de distinction spécifique? Non, en fait, on peut tout faire. Via les ETF, on peut tout faire. Donc, dans les gestions, globalement, on va pouvoir chercher à faire de la gestion diversifiée. Et ensuite aller chercher différents types d'ETF. Je comprends. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment utilisé de manière très flexible, globalement, par les investisseurs. L'ESG, grande thématique sociétale, mais aussi boursière. Sur les ETF, est-ce qu'on constate que c'est aussi une grande thématique? Alors, c'est une thématique qui se développe depuis plusieurs années, évidemment aussi par le biais des ETF. 2022 avait été très compliqué en termes de volume, 2023 aussi, donc forcément on regarde toujours en termes de volume ce qui se passe. Et le mois de janvier 2024 est décevant en termes de flux. Si on regarde vraiment spécifiquement sur les ETF actions, par exemple, on n'a eu que 7% des flux sur les ETF actions qui se sont tournés vers des ETF qui prennent en compte de l'extra financier. D'accord, donc c'est relativement faible, bien sûr. Très très faible. La part de marché globalement de l'ESG, c'est 22-23% sur les ETF, et donc là c'est que 7%. Le marché obligataire, lui, les ETF obligataires, on est à 35%, donc on a plutôt des volumes importants côté obligataire, mais comme il y a moins de volume sur l'obligation, globalement c'est un mois qui est relativement décevant. On a environ 2 milliards, donc sur les 19 milliards de souscriptions qu'on a eu de collecte nette sur les ETF, on n'a que 2 milliards qui ont été spécifiquement sur des ETF en lien avec la thématique ESG. Globalement, donc c'est un petit mois de janvier. L'année 2024 commence vraiment doucement en termes d'appétit des investisseurs pour les thématiques ESG.
Si on parle des émetteurs, justement, peut-être en lien avec l'ESG également, il y a du mouvement de ce côté-là ou... Alors les émetteurs, on distingue vraiment nous les deux, on essaie de regarder les deux. Donc si on regarde les émetteurs au global, et en termes de... Le mois de janvier est assez intéressant, puisqu'en fait, les 4 premiers, par exemple, émetteurs d'ETF, suivent exactement leur part de marché. C'est-à-dire que c'est BlackRock qui a été le premier, comme souvent, en termes de flux sur le mois de janvier, suivi par Amundi. Ensuite, vous avez DWS, donc la filiale de Deutsche Bank et Vanguard. Et c'est vraiment les 4 plus gros émetteurs. Donc ça, on voit que le rang est tout à fait respecté, le classement est respecté sur les premiers. Ce qui est important aussi lorsqu'on regarde les flux, par exemple si on prend BlackRock avec 10 milliards par rapport aux 19 milliards, c'est qu'ils les 4 collectent plus que leur part de marché. Donc ils ont accru leur part de marché sur le mois de janvier. Donc c'est un mois de janvier très solide par les têtes, les têtes de liste, entre guillemets, enfin vraiment ceux qui sont les plus gros émetteurs d'ETF. Donc ça c'est vraiment sur les flux globaux, que ce soit ESG, pas ESG. Et on regarde depuis quelques temps aussi plus spécifiquement sur l'ESG. Et donc le premier émetteur ESG sur le mois qui a le plus de collecte, c'est DWS, suivi par Amundi et JP Morgan. Et BNP, qui est un gros émetteur ETF, ESG, qui se spécialise vraiment sur ces thématiques ESG-là. Lui est plutôt en décollecte, que ce soit globalement ce mois-ci ou sur le côté ESG. Est-ce qu'on a vu des nouveaux ETF lancés, Olivier Malteste, sur ce début d'année 2024 ? On a vu des nouveaux ETF comme tous les mois. On en a vu 13 émissions. Donc c'est un mois relativement important en termes d'émissions sur les nouveaux ETF. Il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes sur le mois de janvier. La première, c'est que tous les mois, en fait, je note qu'il y a, même si les flux sur l'ESG se sont ralentis depuis quelques mois, voire quelques années, on voit que toujours, il y a beaucoup d'émissions d'ETF vraiment sur la thématique ESG. Là, sur les 13, on peut noter qu'il n'y a que 3 qui prennent en compte les composantes extra-financières. Donc c'est un mois un peu décevant aussi en termes d'innovation et en termes de lancement d'ETF sur le côté ESG. On a 3 ETF actifs. Donc on sait que les ETF actifs sont des thématiques qui sont régulièrement repoussées par les providers d'ETF et notamment par JP Morgan qui vient de lancer 3 nouveaux ETF sur la question américaine. Intéressant aussi, donc c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant aussi, c'est BlackRock qui a émis un ETF iShares sur le marché des soukouk. Donc les soukouk, c'est l'équivalent des obligations dans la finance islamiste. On a vu, c'était plutôt en 2022, une vague de lancement de produits ETF qui étaient soit plutôt sur des thématiques en respect du Coran et de la charia du meilleur général, même avec des filtres plutôt sur catholiques, donc vraiment avec des convictions un petit peu plus profondes. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu de nouveaux ETF. Donc là, on peut noter que iShares a réémis, donc BlackRock a réémis un nouvel ETF donc sur les soukouk. C'est une manière de remplacer les obligations puisqu'on n'a pas le droit d'investir avec le passage du temps. Bien sûr, uniquement. Donc c'est voilà. Donc ça c'est assez intéressant globalement. Et en termes ESG, donc ce qui a été émis, il y a 2 ETF obligataires émis par BNP, un souverain donc sur l'euro, un souverain et un corporate qui prennent en compte les composantes ESG. Il nous reste quelques secondes, un mot peut-être sur le positionnement de Yomoni et on finira là-dessus. Oui, bien sûr. Le positionnement, donc nous on reste plutôt constructif, c'est-à-dire qu'on va sur un profil 50-50, on va se surexposer, toujours en action. Et on va garder nos 2 thématiques qui, je vous écoutais juste avant, qui restent sur les actions américaines. Donc toujours on privilégie les actions américaines d'une part et toujours le secteur technologique d'autre part sur le côté action. Donc on reste vraiment sur ce positionnement-là qui pour l'instant ne donne pas signe de faiblesse et donc on reste fidèle à ces convictions. Merci beaucoup Olivier Malteste de nous avoir accompagnés donc dans Marché à thème, la dernière partie de l'émission Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements chez Yomoni. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart.